Donc moi, je suis en fait le nom de la fonction, en tout cas de ma collègue francophone qui fait quasiment le même travail que le mien, mais du côté francophone, c'est donc coordinatrice du suivi psychosocial des victimes en phase post-aiguë dans le cas d'une urgence collective. Ah oui, c'est que j'ai oublié de dire aussi, si jamais vous avez des questions, quoi, vous pouvez sans problème m'interrompre. Ça peut être plus facile pour vous de poser directement la question que de redire au slide numéro un tel. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez sans problème m'interrompre. Donc voilà, je vous prendrai un tout petit peu avec dans le contexte de l'existence de ma fonction et des catastrophes majeures, comme on appelle en Belgique, et la manière un petit peu dont on règle ça, et aussi comment c'est réglé du côté, enfin les partenaires qui participent à cette gestion du côté néerlandophone. Et puis alors, je vous parlerai plus spécifiquement des inondations du mois de juillet 2021 et de la coordination que nous avons en Flandre. Donc, dans le contexte dont je vais vous parler un petit peu, donc pour une première phase, je vais vous montrer donc la gestion d'une catastrophe majeure en Belgique. Je ne sais pas à quel point vous connaissez, mais quand il y a une catastrophe majeure ou un attentat terroriste qui se passe en Belgique, ou même dans des cas plus locaux, on a une phase aiguë d'abord qui est réglée par le SPF Santé, qui est aussi une compétence fédérale. Ensuite, on passe à une phase post-aiguë et là, c'est la phase où ce sont les coordinateurs psychosociaux qui vont intervenir. Donc, dans mon cas, pour la Flandre et dans le cas de ma collègue pour le côté francophone. Et entre deux, on a une phase de transition où on transmet les données, par exemple la liste des victimes, quand il y en a une, où on explique un petit peu par rapport à quand la Croix-Rouge est intervenue, par exemple, les besoins que les victimes ont dans la catastrophe qui s'est passée, etc. Donc ça, c'est un petit peu le but de la phase de transition, en fait, de ne pas dire en un coup, on passe de la phase aiguë à la phase post-aiguë, mais c'est encore un peu un travail qu'on fait avec les managers psychosociaux. Dans le cas des innovations, Éléonore Delannoy a participé, je sais bien, il y a aussi Catherine Van Erck qui est venue soutenir à un moment. Donc voilà, ça, ce sont les managers psychosociaux. Et nous, alors, on reprend le lien à partir du moment où la compétence devient une compétence des communautés. Et ça, c'est à la phase post-aiguë. Donc, comme je disais, nous, on se situe donc, dans la phase post-aiguë, les coordinatrices. Parce que ma collègue est francophone et c'est une femme aussi, donc elle a aussi, c'est une coordinatrice. Donc voilà un petit peu en cours les aspects de la fonction, donc de la fonction de coordinatrice de la phase post-aiguë. On a dans le premier aspect, c'est le fait que c'est pour une urgence collective. Dans le cas où une catastrophe se passe du côté local, on va privilégier les collaborations qui sont déjà mises en place au niveau local. On va plutôt s'orienter ou reprendre la coordination à partir du moment où l'étendue ou la prise en charge plus étendue est nécessaire. Donc là, on parlera d'exemples qui ont été dans le passé, comme l'accident de train qu'il y a eu à Beuzingen, un accident de car à Sierre, c'était plutôt des personnes néerlandophones, mais ça a touché quand même fort la Belgique en général. Les attentats, évidemment, de mars 2016, qui ont d'ailleurs donné naissance à la fonction de coordinatrice en phase post-aiguë. Alors, la phase post-aiguë, comme je vous en parlais, on démarre quand les managers psychosociaux disent que la phase aiguë est terminée. Donc, quand la Croix-Rouge a mis, on va dire, un premier ordre dans le chaos, que les personnes qui doivent être prises en ambulance ou prises en charge sont prises en charge, les personnes qui recherchent d'autres personnes ont retrouvé les personnes. Les managers psychosociaux disent, voilà, la phase aiguë est terminée. Et là, on commence alors à faire une transition des informations vers les communautés. Et c'est là que les coordinatrices en phase post-aiguë interviennent. On parle aussi des victimes. Donc, à quelles victimes on s'adresse? Il y a les victimes belges et les victimes étrangères dans une urgence collective en Belgique. Dans le cas, par exemple, des attentats de mars 2016 à Zaventem, il y avait évidemment des personnes de pays étrangers qui étaient aussi présentes. Donc là, on fait aussi un relais avec le pays d'origine. On essaye de faire une coordination pour voir un petit peu quelle est la prise en charge qui sera donnée à la personne quand elle arrive de nouveau dans son pays d'origine et voir un petit peu entre-temps ce qu'on peut donner comme aide à la personne si elle reste encore pendant une certaine période en Belgique. Et on parle aussi des victimes belges dans une urgence collective à l'étranger. Par exemple, les attentats à New York, il y avait des Belges qui étaient concernés. Donc, à ce moment-là, les coordinatrices n'existaient pas encore, mais ce serait un cas où les coordinatrices, on leur demanderait de prendre en charge l'aide et de voir un petit peu l'aide qui serait proposée à partir du moment où les personnes reviennent dans le pays.
Alors, les partenaires que nous avons en Flandre, donc les acteurs en fait, qui vont aider à donner les soins nécessaires en phase post-aiguë pour les victimes, ce sont les services d'aide aux victimes dans les CAE. Je vous parlerai encore un petit peu des CAE parce que c'est un terme qui n'est pas vraiment connu du côté francophone, ou enfin qui n'a pas vraiment son pareil, on va dire, du côté francophone. Il y a évidemment des services d'aide aux victimes aussi, mais qui ont aussi un peu des petites compétences qui sont légèrement différentes par rapport au côté néerlandophone. Et alors, nous avons aussi les services d'accueil des victimes aux maisons de justice. Ce sont aussi des compétences des communautés, mais ça se ressemble vraiment très fort. C'est pratiquement, on va dire, la même chose. Les services d'accueil du côté néerlandophone ou francophone. Et puis les Centra voor Geestelijke Gezondheid, donc les centres de santé mentale, on pourrait plus ou moins les comparer. Donc ça, ce sont vraiment les trois acteurs principaux qui font partie de l'aide psychosociale des victimes en cas de catastrophe majeure. Donc, ce sont les trois services aussi que je vais, moi, coordonner à partir du moment où une catastrophe se passe. Selon le cas, parfois, ce sont seulement 2 des 3 ou dans un premier temps, 1 des 3 et puis un deuxième qui se rajoute, comme ici dans le cas des inondations, par exemple. Les services d'accueil aux victimes des maisons de justice sont moins concernés, on va dire, par la situation, en tout cas pour le moment. Mais je vous expliquerai ça encore dans le cas précis des inondations. Et on a évidemment la possibilité de collaborer encore avec des partenaires externes selon la situation. Si on regarde par exemple la crise Covid qu'on a eue, on a aussi collaboré avec par exemple les services de bien-être au travail par exemple aussi, qui sont venus aussi prendre part à nos réunions. Voilà, ça c'était un petit peu pour le contexte. Je ne sais pas s'il y a déjà, ou peut-être que je vais simplement faire ma présentation en entier, puis qu'on regarde un petit peu s'il y a encore des réactions, des questions. Donc voilà, le cas précis des inondations, je vois que j'ai oublié un S à inondation, désolé. Les inondations du mois de juillet 2021 en Belgique. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'offre d'aide que nous, on donne aux victimes du côté néerlandophone et aussi la coordination qu'on a en Flandre. Donc, la coordination en Flandre, elle est assurée donc par moi-même, par la coordinatrice de la phase post-aiguë. Et on a un petit peu orienté sur plusieurs actes. Donc, comme je vous parlais un petit peu, normalement, dans une phase de transition, donc quand on passe de la phase aiguë à la phase post-aiguë, le modèle idéal, on va dire, c'est quand on a une liste bien ficelée de victimes où on peut dire, tiens, voilà, on a tous les numéros de téléphone, toutes les adresses e-mail, tous les noms des victimes, on sait un petit peu quelle est leur situation et on demande au CAV, au service d'aide aux victimes, de les recontacter et de demander comment ça va, de voir si elles ont besoin d'une certaine aide. Évidemment, dans le cas des inondations, avec les évacuations qui ont eu lieu, avec tout le chaos qui a eu lieu, évidemment, c'était compliqué pour la Croix-Rouge et pour les personnes qui ont évacué de chaque fois prendre note du numéro de téléphone, du nom. Donc, en tout cas, du côté néerlandophone, on n'a pas de liste avec des noms, vraiment pas de liste bien ficelée avec tous les noms des personnes qui ont été sinistrées. Donc, on a dans un premier temps organisé l'offre d'aide et voir un petit peu ce qui était l'aide qu'on aimerait donner. Comme je disais, donc c'est l'aide proactive, évidemment, qui a toujours la préférence quand c'est possible. Donc, on a les noms, numéros de téléphone des personnes et qu'on peut les recontacter directement. Dans ce cas-là, ça m'est transmis à moi et moi, je m'occupe de le transmettre au CAV le plus proche de la personne sinistrée. Ici, dans ce cas-ci, on a plutôt dû aussi développer des stratégies de communication. On le fait de manière générale, mais ici, on a encore plus axé là-dessus parce qu'on n'a pas de coordonnées de victimes, on n'a pas de liste de victimes. Donc, on a rédigé, en tout cas les CAV et le service d'aide aux victimes, les responsables ont rédigé un communiqué de presse qu'on a transmis et qui a eu des réactions. On a eu, par exemple, des questions radio tuées, par exemple. Donc, ça a été un peu repris par les médias. Et puis, dans un second temps, on a aussi le site slachtofferzorg.be. Donc, c'est un site qu'on profile régulièrement quand il y a des catastrophes qui se passent en Flandre. C'est un petit peu, je pense, l'équivalent maintenant de trouver du soutien chez vous, qui a été aussi utilisé en période de Covid et qui maintenant aussi apparemment a aussi une page thématique. Donc, nous, on a une page thématique qu'on a développée et qui se centre vraiment sur la situation des inondations et l'aide possible pour les personnes dans les inondations. Donc ça, c'est un petit peu la coordination et l'offre d'aide qui est proposée. Donc, dans un premier temps, l'aide est proposée surtout par les services d'aide aux victimes, donc pour un soutien émotionnel, un soutien administratif et de l'information juridique. Donc, c'est toujours comme ça qu'on le profile. Donc,
L'aide émotionnelle, c'est plutôt vraiment des conversations, un petit peu voir aussi avec la victime s'il y a, allez, après une certaine période de temps, s'il y a peut-être question de certains traumatismes ou de problèmes un peu dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Un soutien administratif, on regarde un petit peu du côté des assurances et toutes les paperasses, évidemment, qui ont lieu quand on est victime, et surtout ici dans le cas des inondations, je pense, avec les assurances, etc. Donc là aussi, les services d'aide aux victimes donnent un soutien aux victimes pour un petit peu regarder si tous les papiers sont bien mis en ordre, éventuellement aider pour remplir les papiers et de l'information juridique. Donc là, évidemment, on n'est pas du tout allez, comme les avocats, etc., mais plutôt un petit peu regarder, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, dans certains cas, est-ce qu'il y aura un... Je ne vois rien. Je ne sais pas si ça s'adresse à moi. Non, je pense Enfin, que les actifs. d'accord. Donc, voilà. Alors aussi, ce qu'on axe aussi dans notre communiqué de presse, c'est le fait que c'est pour les personnes sinistrées, mais aussi pour les témoins et aussi pour les proches. Donc, quelqu'un qui aurait perdu une personne dans les inondations peut évidemment aussi faire une demande pour être soutenu par les services d'aide aux victimes. Et dans un cas, comme j'en parlais déjà un petit peu, dans le cas vraiment d'une nécessité de prise en charge thérapeutique, de prise en charge de traumatisme, si ça s'avérait nécessaire, alors on a les centres de santé mentale, donc les CGG, comme on les appelle du côté néerlandophone, qui peuvent prendre le relais, on va dire, pour certaines victimes. Là, c'est vraiment au cas par cas. Si certains services d'aide aux victimes remarquent qu'il y a vraiment certaines difficultés, on va dire, ça peut alors être pris en charge. La personne peut être prise en charge par les centres de santé mentale. Je vois que quelqu'un voulait poser une question. Oui, donc ce que je vois ici, vous prenez en charge les impliqués directs et indirects, pas du tout les intervenants. Et alors, vers qui est-ce que vous réorientez pour les intervenants? Les sinistrés, c'est les impliqués directs, les témoins, les impliqués Oui, indirects? c'est une bonne question. Pour le moment, normalement, il pourrait aussi, pour un soutien émotionnel, etc., il pourrait évidemment aussi prendre contact avec les CAV. Je sais qu'il y avait encore des réunions et que c'était encore un peu en pourparlers pour voir comment ça va être organisé. Du côté néerlandophone, évidemment aussi, on a été moins touché dans le sens où il y a eu des personnes qui ont été évacuées, il y a eu du matériel qui a été abîmé, mais on ne parle pas vraiment de personnes qui ont été blessées ou de personnes décédées. Donc, dans ce cas-ci, du côté, je pense qu'il y aura moins les questions de vues, de choses choquantes, etc., comme il y a eu du côté francophone. Maintenant, il y a des personnes néerlandophones qui sont venues aider du côté francophone aussi, donc la possibilité existe. Madame Moitié, je vois que vous avez... Oui, je voulais aussi peut-être parler de l'articulation entre, plus précisément, entre le service aigu, hein, et la transition vers votre service, et les liens que vous avez avec, pour autant que ce soit nécessaire, avec la Croix-Rouge, ce qu'on appelle nous le SISU, Médecins sans frontières, et aussi, vous parlez de services d'aide aux victimes, mais est-ce qu'il s'agit aussi des services d'aide aux victimes à la police ou pas du tout? Non. Rien à voir. Non, donc les services d'aide aux victimes à la police, slachtofferbejegening, comme on l'appelle en néerlandais, ça c'est vraiment la phase aiguë aussi. Donc la phase aiguë, tous ces acteurs que vous citez de la phase aiguë, sont surtout, toute cette coordination est faite par les managers psychosociaux. Et c'est à partir du moment où on passe à l'aide post-aiguë que la coordination donc, va venir vers les coordinatrices de la phase post-aiguë et que ces nouveaux services, donc les 3 services que j'ai cités, vont entrer en action et vont prendre le relais en fait du SISU, de l'aide aux victimes, de la police, etc. Donc là, on parle plutôt d'un court terme. La police, le SISU, non, en théorie, évidemment, ce sont les plans qu'on fait, c'est toujours la théorie. Parfois, il y a des exceptions, des choses qui durent plus longtemps, mais on passe alors vraiment au relais. Donc, le service d'aide aux victimes, c'est vraiment entièrement les services d'aide aux victimes des CAV dont je parle, oui. Merci. Donc, nous-mêmes, on n'a pas vraiment les contacts directs avec la Croix-Rouge. Dans certains cas, si eux vraiment relaient directement certaines informations, ça peut arriver. Mais souvent, eux relaient l'information aux managers psychosociaux qui, eux, rassemblent vraiment toute l'information et nous la transmettent, on va dire, en un bloc.
Voilà. Alors, je vous parle juste un petit peu des CAW. Donc, les CAW, Centra Algemeen Welzijnswerk, comme on les appelle. Comme ça n'a pas vraiment son pendant du côté francophone, je me suis dit, je vais juste un tout petit peu expliquer. Donc, ce sont des centres, on pourrait dire, de bien-être psychosocial. Ce n'est pas comparé avec un CPAS, parce que ça, on a aussi du côté néerlandophone, les ECME. Mais c'est vraiment à part. Donc, ce sont 11 centres en Flandre. Ce n'est pas vraiment réparti par province. Parfois, certaines provinces comme Meuse-Vlaanderen en a 3. Donc, ça dépend un petit peu, mais il y en a en tout cas dans chaque province. Ils sont gratuits et sont accessibles à tous les habitants sans condition. Donc, une victime qui n'a jamais eu contact avec des CAV, qui en une fois, on lui vole par exemple son portefeuille en rue et elle a besoin d'être aidée, eh bien, elle peut directement téléphoner ou prendre contact avec un CAV. Il n'y a pas d'autres démarches administratives nécessaires. Et les CAV, donc les thématiques qui sont traitées par les CAV sont très multiples. Selon les centres, ça peut être différent aussi. Donc, les services d'aide aux victimes, il y a de toute façon, mais il y a aussi, dans certains cas, l'aide aux personnes, donc aux détenus en prison, de l'aide à personnes sans abri, de l'aide en cas de divorce, par exemple, donc des espaces de visite pour des parents en instance de divorce et où il y a des complications pour les droits de visite pour les enfants, de l'aide en cas de dette, par exemple, et pour un peu gérer les budgets. Donc, les thématiques sont vraiment très, très multiples et sont un petit peu, oui, selon les centres, en fait. Il y a des centres qui sont plus grands, plus petits. À Bruxelles, par exemple, on a un centre qui est quand même assez grand, où il y a aussi, par exemple, pour les personnes sans abri, ce qui ne sera pas nécessairement le cas dans tous les CAV. Mais ce sont un petit peu les thématiques qui sont prises. On a aussi évidemment dans chaque centre de CAV un service d'accueil, comme on appelle. Donc, c'est vraiment les personnes qui font la première conversation et qui essaient un petit peu de ressentir la nécessité, enfin, ce que la personne a besoin comme aide, et puis alors l'orienter vers les services qui sont le plus appropriés. Mais ça, je vais vous l'expliquer encore dans le cas ici des sinistrés des inondations. Donc ici, j'ai mis en cours donc le communiqué de presse qu'on a transmis après les inondations. On l'a transmis quelques jours après les inondations, je pense le 20 juillet. Et puis, on l'a encore transmis ici la semaine dernière. On a redemandé, donc on a d'abord par les médias, mais aussi par les communes en Flandre, par les zones de police, les zones, voilà, donc les Eerste Lijnzonen, comme on appelle en Flandre, donc les zones de première ligne. Donc voilà, où on a essayé un peu de le transmettre pour espérer qu'au maximum les personnes soient au courant du fait qu'elles peuvent téléphoner à ce numéro ou chatter au cas où elles ont des besoins. Je vois que quelqu'un veut poser une question. Oui, Sophie. Oui, j'aurais voulu savoir combien d'équivalents temps plein ça représente ces 11 CAW, grosso modo. C'est une excellente question. Je sais que pour le centre de Bruxelles, c'est 2 temps plein et demi. Ok. Mais je ne saurais pas dire pour vraiment en général. Je l'ai su, mais on a eu des restrictions au niveau néerlandophone où on a dû vraiment diminuer les services et diminuer le nombre de temps plein. Et puis avec le Covid, on a un peu rajouté de manière temporaire. Donc pour le moment, j'ai du mal à dire où on en est, je dois avouer. Merci. Un petit peu, moi, je transmets quand il y a des problèmes, je transmets les noms, les coordonnées, etc. des victimes, mais je suis aussi la personne où quand il y a des questions ou des problèmes, ça peut être de nouveau retransmis vers moi. Et moi, j'en discute un petit peu, que ce soit au niveau politique ou au niveau des organisations, vraiment des services pour voir un petit peu les possibilités, parce que parfois, certaines catastrophes, on a eu ici, par exemple, un accident de car ou des victimes où il y avait une vingtaine de victimes, on va dire, qui relevaient toutes de la même région, donc du même CAV. Donc là, ça devient compliqué, on va dire, pour le team de vraiment arriver à contacter tout le monde. Normalement, on promet que les personnes sont contactées dans les 2 jours ouvrables à peu près. Donc, quand il s'agit de 20 personnes à contacter, évidemment, ça devient plus compliqué à réaliser. Donc, l'offre d'aide en Flandre,
Et donc, la prise de contact avec un CAV, pour vous expliquer un petit peu, donc on dit toujours, oui, le numéro, c'est un numéro qu'on communique toujours quand il y a des grandes catastrophes ou même une catastrophe au niveau local, par exemple, c'est toujours le numéro 0800, qui est un numéro gratuit. Les personnes téléphonent et arrivent directement déjà au CAV, mais c'est un répondeur d'abord qui leur répond. D'ailleurs, je vois que c'est pas encore. Enfin, je vous expliquerai ça après. Donc, ce sont les trois manières de prendre contact, c'est de manière téléphonique, ou bien par email, ou bien par chat. Donc, ce sont les trois manières. Il y a un peu des horaires, tout ça est décrit sur le lien que j'ai mis ici sur la présentation. Donc ça, ce sont les trois manières de prendre contact avec un CAV, ou bien aussi par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé. On pourrait imaginer, les médecins, on s'axe souvent dessus parce qu'on voit que quand il y a eu des catastrophes, que les personnes après se rendent compte qu'elles ont encore du mal, qu'elles ne savent pas encore aller travailler, par exemple, ou qu'elles ont encore certaines douleurs. C'est souvent chez un médecin qu'elles vont arriver en premier lieu. Et donc, on essaye souvent un peu de sensibiliser aussi les médecins au fait qu'il y a des possibilités aussi que certaines douleurs ou certaines problématiques que les victimes décrivent, que ça peut être aussi d'ordre psychosocial et que peut-être qu'un suivi, par exemple, par un CAV peut être indiqué. Donc, pour vraiment encore sensibiliser par rapport à ça, on essaye souvent de faire aussi une communication. On pourrait imaginer aussi que ce soit un service dans une autre zone linguistique, par exemple, et qui remarque qu'il y a des besoins. On essaye aussi alors de faire des possibilités de relais, dont je vais encore parler. Madame Planck, j'ai une question dans le chat de Monsieur Francis Spitz. Quelle est la couverture horaire j'imagine, de ce numéro de téléphone 0800 13 500, Monsieur Pitts, c'est ça votre question? Quels sont les horaires d'ouverture de ce numéro de téléphone? C'est de quelle heure à quelle heure? Ce sont les heures plus ou moins de bureau. Je ne sais plus si c'est 8 ou 9 heures jusqu'à, je pense, 17 heures. Et pour le chat aussi, comme c'est évidemment un mode de communication direct, c'est pendant plus ou moins les heures de bureau. Et alors, évidemment, dans le cas ici des inondations, on a aussi dit pour quelqu'un qui a vraiment besoin, qui se réveille en pleine nuit et qui a besoin de parler à quelqu'un, on va plutôt aller vers téléontal, donc téléaccueil en français. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment… Et on a aussi donc la communication avec téléaccueil. On a demandé aussi qu'il renvoie soit vers le numéro de téléphone en journée en cas de besoin, ou alors demander, par exemple, aussi qu'ils prennent note des coordonnées et qu'on me les transmette. Mais là, évidemment, il faut l'accord préalable des victimes avant de pouvoir faire ça, évidemment. Sophie Villain-14, tu avais une autre question? Ou tu enlèves ta main? Oui, j'ai oublié de baisser ma main, excusez-moi. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc la prise de contact au numéro 0800 dont on parle, donc c'est le numéro général des CAV, comme je dis. Donc la personne arrive d'abord à un répondeur général qui demande d'introduire le code postal. Ça, c'est pour orienter vers le CAV le plus proche. Alors, l'appelant est alors dirigé vers le CAV le plus proche, on va dire, de son code postal. Et alors, c'est le service, on va dire, d'accueil aux victimes qui va un petit peu écouter la demande, écouter les besoins de la personne et qui va alors orienter vers le service le plus adapté. Ici, dans le cas des inondations, ce sera le service d'aide aux victimes. Le collaborateur alors prend note des coordonnées de la personne et lui promet que la personne sera rappelée. Normalement, c'est dans les 2 jours ouvrables alors que le service vraiment compétent va recontacter l'appelant. Ça peut, mais bon, le service, enfin comme je disais, l'accueil, on va dire, c'est vraiment tout le monde, toutes les thématiques, on va dire, dont j'ai parlé, téléphone. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on va un petit peu filtrer et regarder les besoins de l'appelant. Donc voilà à peu près comment ça se passe quand la personne elle-même téléphone. Alors par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un autre professionnel, comme je vous ai parlé, donc ça c'est évidemment toujours en accord avec la personne concernée qu'on transmet les données. Et ici dans le cadre de Covid, mais on l'a fait aussi maintenant de manière plus durable, donc ce sera pour toutes les situations comme ça, on a un formulaire pour inscrire une personne dans le CAV, donc un médecin ou quelqu'un d'une autre région linguistique, par exemple, si elle désire inscrire, on va dire, ou demander une aide des CAV pour une personne, elle peut alors remplir ensemble avec la personne concernée le formulaire qui est sur le lien ici.
Donc, c'est un lien où on demande le nom, le prénom, les manières de contact, de prise de contact préférées par la personne, le numéro de téléphone, etc., évidemment, pour reprendre contact. Et un petit peu, on demande aussi une certaine description, on va dire, de la problématique ou de la question de la personne pour pouvoir orienter vers le service le plus adapté. Monsieur Docteur Deseille, je vois que vous levez la main. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir, parce que la récolte d'informations anamnestiques, hétéroanamnestiques, en vue de venir en aide, tant administrative que médicale et psychosociale, s'intègre au fur et à mesure dans un dossier. Qui est le responsable de ce dossier-là aux différentes étapes qui deviennent de plus en plus intégrées, en sachant que ce n'est pas forcément un médecin qui ouvre un dossier au début, mais qui prend la responsabilité de la collecte d'informations, du respect du secret professionnel, mais de l'échange nécessaire qui est réalisé afin de réorienter vers les services adaptés. Merci. Ici, on part en fait du principe que c'est fait en accord avec la personne, la personne qui demande l'aide. Donc, dans le cas ici, un médecin va discuter et dire, tiens, est-ce que ce serait peut-être intéressant de t'adresser à un CAB? Et alors, ils vont regarder ensemble, c'est ce qu'on imagine, ils vont regarder ensemble, tiens, on va transmettre telle et telle donnée, mais c'est fait vraiment en accord avec la personne et on part de l'accord de la personne. Donc, il y a aussi une case à cocher pour dire, voilà, la victime ou la personne selon la personne qui demande est demandeuse qu'on transfère les informations. Maintenant, on ne demande pas au médecin de transférer toute l'information, évidemment, de son dossier, juste nom, prénom, les contacts, et alors un petit peu une explication. Mais ça, comme c'est en accord avec la victime, normalement, ou la personne demandeuse, on a la question, on a juste, par exemple, ici, victime des inondations, par exemple, ça ne doit pas être vraiment tout un grand dossier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous y répondez partiellement, mais je vous remercie pour cette précision. Merci. Merci. Et donc, comme je vous disais aussi, en cas de catastrophe, on essaye souvent aussi de faire de nouveau une sensibilisation des médecins et des autres soignants au fait que ce formulaire existe et que c'est une possibilité, donc par là aussi de transférer une personne. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention et pour votre invitation. Et si vous avez encore des questions, je suis là. En dessous, vous voyez aussi mes coordonnées avec le nom en néerlandais, du coup, de ma fonction. Et voilà, les coordonnées. Donc, si jamais vous avez encore des questions ou certaines situations, problèmes, etc., vous pouvez toujours prendre contact aussi. Alors, il y a d'autres questions. Monsieur François Leclerc. Oui, vous m'entendez? Très bien. Simplement, on a parlé au tout début de la phase de coordination à la suite des attentats en 2016. Je savais qu'une personne ressource avait été désignée, notamment dans les maisons de justice, mais est-ce que vous savez me dire ici si cette personne a repris, parce que je pense qu'elle était absente durant la phase Covid, mais est-ce que cette personne a repris ses fonctions ou est-ce qu'elle a été implémentée durant cette phase crise au niveau de l'action, en fait, tout simplement? Oui, donc il s'agit d'Anne Couvreur. Anne Couvreur a été aussi, comme moi, a eu sa fonction ici après les attentats de 2016. Et elle a eu des congés, en effet, mais elle est maintenant de nouveau de retour. Mais si je ne me trompe pas, elle est en congé jusqu'à la fin du mois d'août. OK. Et elle a fait ça en duo tandem avec Laurence Faninis. Donc, c'est en effet au niveau des maisons de justice du côté francophone. Ce qui fait que dans le cas, par exemple, des inondations, comme on n'a pas de dossier pénal, elle ne sera sans doute pas compétente pour faire la coordination du côté francophone. Mais c'est ce que j'ai entendu jusque maintenant. Évidemment, ce sera peut-être à voir, mais de mon côté, les questions, il y a moins de questions. C'était ça aussi, une certaine différence avec les services d'aide aux victimes. Du côté francophone et néerlandophone, c'est que de notre côté, on n'a pas besoin de dossier pénal pour aider des victimes. Donc, en cas de catastrophe naturelle, en cas de Covid, par exemple, on a aussi fait une offre
des services d'aide aux victimes pour les victimes de Covid, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, par exemple, dans une maison de repos. Ça, du côté francophone, les compétences sont un petit peu différentes. Donc, c'est pour ça que, voilà, il peut y avoir des différences dans la prise en charge du côté francophone et néerlandophone aussi entre Anne et moi. Ça va. Merci, Monsieur Christophe Buret. Oui, juste pour avoir quelques précisions sur les profils de fonction au niveau des CAE, des services d'aide aux victimes. Quelles sont les fonctions utiles en fait en présence dans ces centres? Donc, dans le service d'aide aux victimes, on appelle les hulpverleners. Donc, ça peut être les soignants. Donc, on a aussi bien des assistants sociaux, des psychologues, mais qui travaillent en tant que hulpverlener, on va dire. Donc, ils font les conversations, donc ils font tous le même travail. Et alors, on a dans la plupart des teams, mais je n'oserais pas dire pour tous, on a normalement aussi un juriste. Donc, qui va aussi soutenir quand il y a des questions au niveau juridique ou même parfois pour l'administratif au niveau des assurances, etc. Ceux qui font vraiment les conversations, on va dire, avec les victimes vont parfois aussi d'abord s'orienter envers le juriste, le ou la juriste pour poser certaines questions ou alors inviter le ou la juriste pendant leur conversation avec une victime. Pour quand vraiment la conversation sera plutôt axée sur les questions d'ordre juridique ou administratif. Donc, ils ont une fonction aussi de référer, par exemple, vers les services de santé mentale, si je comprends bien. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il y a un monitoring par rapport à ça? C'est au niveau de l'administration que ça se passe. Pour le moment, je dois avouer qu'on est en train de penser qu'on va devoir travailler sur ce relais. Souvent, évidemment, comme ici, les inondations, on va surtout profiler les services d'aide aux victimes. Et les services d'aide aux victimes savent qu'elles peuvent faire un relais vers les centres de santé mentale. Dans la pratique, on remarque que ça ne se fait pas beaucoup. Donc, on doit encore un petit peu regarder les raisons pour lesquelles ça ne se fait pas beaucoup. Mais on remarque que les services d'aide aux victimes ne sont pas des grands doorverwijzers, comme on dit. Donc, ça, on doit un petit peu regarder comment ça se fait. Ça dépend un petit peu des régions parfois aussi. Donc, ce sont des choses qui sont mises en place, mais auxquelles on doit encore vraiment travailler, je pense. Merci. Mais normalement, il doit y avoir un monitoring, c'est sous le même ministre aussi. Donc, il doit y avoir un monitoring qui est fait entre les deux pour voir un petit peu la quantité. Mais on remarque de manière générale qu'il n'y a pas beaucoup au niveau des CGG. Donc, ils enregistrent les personnes qui sont envoyées par les services d'aide aux victimes et ils remarquent qu'il n'y a pas énormément de personnes pour le moment. Vous pouvez me rappeler quel est le ministre de tutelle alors? Ministre Beke. Ministre Wouter Beke. Les maisons de justice, c'est un autre, mais ici, les centres de santé mentale et les services d'aide aux victimes, c'est sous le ministre Beke. Donc, ça, c'est la santé mentale, oui, mais services d'aide aux victimes, j'avais un doute. Merci. Oui, merci. Alors, peut-être que l'idée de vous faire venir aujourd'hui, c'est de connaître un peu mieux comment vous fonctionnez et de voir ce qui pourrait être aménageable ici en Wallonie. Et aussi par rapport à une demande ou une proposition le fameux numéro de contact pour les sinistrés néerlandophones qui se trouveraient en Wallonie, qu'ils puissent contacter et donc faire appel à ce numéro pour être en contact avec des personnes de leur langue natale aussi. C'est plus facile pour des suivis psychosociaux. Mais je vous ai déjà posé la question, donc je vous repose la question pour la forme. Est-ce qu'en Flandre, vous avez aussi des francophones qui auraient besoin d'une écoute ou d'un soutien psychosocial dans leur langue natale en français? Pour le moment, dans le cas des inondations, je n'ai pas encore entendu qu'il y en avait. On n'a pas encore eu beaucoup de questions. Je pense jusque-là, les personnes ont été aussi un peu, surtout les assurances, etc. Donc, le côté pratique. Donc, il n'y a pas encore vraiment de grande affluence vers les services. Mais je n'ai pas encore entendu qu'il y avait des personnes francophones. Maintenant, souvent dans les services, dans les CAV, chez nous, on demande
qu'il y ait une personne qui puisse aussi faire de l'aide en français. Maintenant, si c'est quelqu'un vraiment qui habite aussi du côté francophone, parce qu'il y a la difficulté de la langue, mais il y a la difficulté aussi que parfois il y a des compétences qui sont un peu différentes. Au niveau des assurances, je ne pense pas que ça pose un problème, mais parfois, on va dire vraiment le paysage local d'aide qui peut être donné, par exemple, un CAV le connaîtra moins pour une ville francophone et inversement. Donc, parfois, même si les CAV peuvent donner une aide juste simplement émotionnelle, un soutien émotionnel, elles pourront peut-être moins aider une victime francophone. Donc là, pour le moment, je pense que, je ne sais pas qui était vraiment tout à fait dans le mail, je ne pense pas que tout le monde ici la réunion était, mais j'ai eu un mail d'Éléonore, donc manager psychosocial, qui m'a aussi donné une liste des responsables des CPS pour le moment, parce que j'entendais parler d'une sorte de guichet central au sein des CPS pour les victimes. Et donc, on m'a transmis, en attendant que ce guichet central ou plusieurs, je ne sais pas juste comment c'est organisé, que ce soit mis sur pied. Éléonore m'avait transmis une sorte de tableau avec des noms que je pourrais transmettre à l'Euroservice chez nous au cas où il y a des problèmes ou que certaines personnes doivent être transmises du côté francophone, par exemple. Alors, je vois que Madame Anne-Françoise, que je n'ai pas son nom. Canella, voilà, excusez-moi. Est-ce que je peux maintenant, parce que je trouvais que c'était une bonne transition par rapport au fait que vous parliez des CPS, vous gardez votre question, Madame Canella, et si Monsieur Vendy. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. À la moitié, c'est ce que je voulais vous voilà. Parfait. Voilà. Si Monsieur Vendy, qui doit partir, a-t-il dit, à 10 heures, peut exposer un peu le travail de coordination et peut-être la cellule qui est mise en place au CPS de Trot. Je l'invite à prendre la parole. Est-ce que vous fermez le partage d'écran ou je le fais? C'est comme vous voulez. Normalement. Voilà, parfait. Merci. Merci. Oui. Alors, Monsieur Vendy. Je regarde ma collègue du CPS de Verviers. Je ne connais pas tes attributions là-bas, mais enfin voilà, je suppose qu'on pourra parler de la même manière. Donc en fait, dans les CPS, et j'ai plaidé pour ça dès les premiers jours de la crise. Donc les communes désignent dans une crise un manager psychosocial. Donc moi c'est le hasard de la vie, il veut que je sois psychologue de formation, très inséré dans les réseaux, mais aussi président d'un CPS d'une petite commune. Donc l'ampleur le nombre de sinistrés fait que c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment une évidence, c'était la proximité qui permettait d'aider un tel volume. Donc c'est-à-dire donner un numéro 0800 aux gens qui sortaient de l'eau, je pense que ça n'aurait eu aucun intérêt. Nous étions avec eux, quoi, finalement, quand les psychosociaux de la commune ou des communes n'étaient pas eux-mêmes sinistrés. Je rappelle que on est face à un tel désastre que les médecins des communes sont sinistrés, que les pharmacies sont sinistrées. Donc, vous voyez tous les problèmes qui sont arrivés dans la phase aiguë. Et je pense vraiment que seuls les locaux pouvaient essayer de trouver des solutions adaptées aux personnes les unes après les autres. Là, je parle de la situation aiguë, mais dès lors, pour la transition, ce que la plupart des CPS ont essayé de faire, je parle des CPS qui étaient en situation désastreuse, hein, donc ça veut dire on ne sait pas communiquer aux gens, ils n'ont plus leur téléphone, ils n'ont plus leur papier, ils sont complètement hébétés dans la rue et ça se chiffre à 1000 ou 2000 personnes pour une commune comme la mienne. Hein, donc voilà, ça c'est le volume face auquel on se retrouve quand on a les bottes aux pieds et une chasuble jaune où il est écrit commune de Trot. Voilà, ça c'est la situation. Donc, ce que nous avons créé, on s'est appuyé au CPS de Trot, on s'est appuyé sur la directive Covid. C'est-à-dire que des psychologues première ligne avaient été mis à disposition hein, via le fonds Covid spécial dans les CPS qui nous permettait d'engager, moyennant des conventions avec des opérateurs, ici il y en a quelques-uns autour de la table pour Liège en tout cas, de conventionner des psychologues première ligne qui pourraient peu à peu connaître le terrain. C'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé à nos opérateurs habituels si on pouvait largement augmenter le nombre d'heures de prestations de ces personnes conventionnées dans le cadre Covid. Donc, pour vous donner une ampleur, au CPS de Trot, c'était 4 heures.
4 heures de psychologue Covid avec une convention avec un des organismes, je ne vais pas les citer, mais enfin, il est là autour de la table. Voilà. Dans les 24 heures, on a pris contact en disant, est-ce qu'on peut utiliser ce personnel-là? On ne savait même pas encore comment on allait le payer, hein. Soyons clairs, mais bon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et comme on était déjà en relation grâce au réseau, oui, ça a été OK. Alors maintenant, on doit régler tout ça, hein, d'un point de vue administratif. Mais c'est sur ce dispositif psychologue première ligne qu'on s'est appuyé. Alors, on a donc nommé un coordinateur qui a commencé à courir un peu partout pour essayer de fédérer sur la commune, je ne sais pas si Verviers a fait la même chose, mais de fédérer sur la commune toutes les initiatives privées, par exemple la Croix-Rouge, hein, qui s'amène avec son plan, ou avec des psychologues qui sont là dans la rue, dans les centres de tri. Là, moi, j'étais dans un centre de tri à Beaufailly, il y avait 100 personnes de ma commune. Les premiers psychologues arrivaient, les médecins étaient là. Hein, il fallait faire ouvrir les pharmacies. Je vous parle de la phase aiguë pour avoir la méthadone. Comment suivre les patients sous méthadone? Il fallait ouvrir des lits en hôpital psychiatrique, des lits en gériatrie, des lits en maison de repos. Donc tout ça a été coordonné avec nos opérateurs locaux habituels. Voilà. Et donc pour la phase post-aiguë, c'est ce que j'ai dit au SPF, que ça soit fédéral ou que ça soit à la VIC. Je pense qu'il faut, enfin moi je souhaiterais qu'on s'appuie sur cette structure locale qui s'est mise en place dans la situation aiguë. Par la force des choses, parce que voilà, on était dedans. Si, en plus, on était nous-mêmes sinistrés, donc il n'y avait pas. Voilà. J'insiste aussi beaucoup sur la question du contact. Dans une catastrophe comme celle-ci, un numéro vert, ça veut dire les réseaux sociaux. Pendant 48 heures, 72 heures, il n'y avait plus tout ça. Hein. Il n'y avait plus tout ça, hein. Les lignes téléphoniques, ça ne fonctionnait plus. Les gens, certains, quand ils étaient encore les pieds dans l'eau, n'avaient plus de batterie GSM. Enfin, il faut dire, voilà. Donc, moi, je pense que les meilleurs contacts, en tout cas sur ma commune, les meilleurs contacts, c'est le CPS, parce que j'ai par exemple une liste de 500 personnes qui demandent à être relogées. Donc voilà, ça j'ai les noms, les numéros de téléphone, elles sont complètement disparues dans la nature ou d'autres sont dans des centres d'hébergement. Eh bien, les CPS disposent de ces listes parce que les gens téléphonent non pas pour leur traumatisme, mais ils téléphonent pour leur logement. Ou ils téléphonent pour le risque, ou ils téléphonent pour l'aide sociale parce qu'ils ont besoin d'urgence d'argent pour pouvoir acheter des médicaments. Vous voyez, donc ils contactent le CPAS. Voilà, on a donc bien une liste de gens traumatisés. Quant au secret médical et tout ça, bon voilà. Hein, voilà. Je sais bien que c'est indispensable, mais on n'a pas vraiment le temps. Hein. Donc vous demandez aux gens, est-ce que vous acceptez qu'on donne votre numéro à un psy? Ils disent oui. Hein. Ils disent oui. Hein. Voilà. Mais c'est un simple coup de téléphone, hein, on est bien d'accord. Enfin voilà, c'est pour vous dire que je pense que le poste aigu, à mon avis, doit s'appuyer sur ce qui a été fait dans l'aigu. Ça me paraît vraiment important. Et ce que nous avons fait, je ne sais pas à Verviers, mais ce que nous avons fait à Traux, je pense que Pépin Aster a fait la même chose, c'est nous appuyer sur cette petite porte d'entrée psychologue première ligne. Enfin, voilà, celui-là, on l'a nommé coordinateur. Il connaissait le terrain, il connaît les gens, il connaissait la commune. Merci. Merci à vous. Madame Canella. Oui, merci Monsieur Vandy pour ce témoignage de terrain qui est vraiment fondamental pour qu'on puisse organiser et coordonner les choses au mieux avec vous. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est que le commissariat à la reconstruction a mis en place ce bus qui sera demain à Traux. Je suppose que vous en avez entendu parler. Oui, bien sûr. Avec des agents provinciaux qui vont aider les personnes à compléter leur dossier pour le fonds des calamités. Il y a une idée qui nous a été soumise à la VIC de faire en sorte qu'un psychologue et un assistant social soient présents dans ces bus. Je voulais avoir votre avis parce que ce n'est pas encore tranché. Je voulais avoir votre avis de terrain pour voir dans quelle mesure c'était pertinent ou bien redondant par rapport à d'autres aides qui existent déjà. C'est ça. Donc sur l'idée, c'est-à-dire de regrouper à un même endroit quand une demande arrive, les psys et les techniciens administratifs, ça, je pense que c'est une bonne idée. Parce que quand vous parlez avec les gens dans les zones sinistrées, ils mélangent tout, évidemment. Ils ne viennent pas dire j'ai un problème psychologique, j'ai un traumatisme, j'ai un problème avec l'assurance. Tout est là. Tout est là dans les vocations. Et donc, avoir au même endroit cette possibilité d'écoute, c'est une bonne chose. Par contre, ce qui pose problème, c'est si dans ce cas remonte un psychologue et un assistant social de la VIC, par exemple, hein, alors que en back-office, il y a déjà le psychologue du CPAS. Voilà. Oui. Alors là, ça se complique. D'où cette question. Il faut renforcer les équipes qui ont travaillé sur l'aigu.
Vous voyez que ce soit les mêmes personnes. Donc, un CPS comme le CPS de Trou, par exemple, c'est 4 assistantes sociales, dont 2 sinistrés. Ben, voilà. Ben, il passe de 160 à 400 demandes d'aide sociale et d'aide psychologique. C'est cette équipe-là, pour moi, qui doit être renforcée et que eux peuvent aller dans l'écart. Vous voyez, ils peuvent donner un coup de téléphone à une personne qu'ils ont senti comme particulièrement fragile, leur dire bah, vous allez dans le CAR, c'est une excellente idée les CAR, hein, c'est fondamental, l'aide administrative ou le fonds de calamité, vous allez dans le CAR à 10 heures, est-ce que je peux me permettre de venir avec vous? Et voilà, et la personne va dire oui, mais il faut que ce soit les mêmes personnes. Donc si vous voulez, le gros danger pour moi, c'est le morcellement. Et c'est ce qui se passe, hein, malheureusement. Vous avez les clowns qui proposent de faire une animation pour les enfants, ben c'est très bien, mais en même temps, ces enfants sont suivis par un pédopsychiatre de l'AIGS, ben c'est très bien, mais en même temps, il y a un médecin qui est Vous voyez, c'est cette coordination qui est difficile. Voilà. Donc oui, c'est une bonne idée, mais idéalement, il faudrait que ça vienne de la partie qui a centralisé l'information. Ok, message reçu, 100%. Je ne vous parle que de mon expérience, hein, mais voilà. Et comment vous le voyez, Monsieur Vendy, ce renforcement alors centralisé au sein des CPS? Il y avait une question qu'on avait aussi abordée, c'était la porte d'entrée du CPS. Tout le monde ne franchit pas la porte du CPS. Non, mais bon, voilà, évidemment, là, il faut déstigmatiser un peu ce que sont les CPS. Les CPS, c'est pas seulement s'occuper des personnes qui ont un risque, hein. C'est l'aide sociale, on pourrait rajouter dans le cas d'une crise comme celle-ci, l'aide sociale et le bien-être de toute la population. De toute la population. Ça, c'est le principe, mais bon, c'est parce qu'on a stigmatisé et que voilà, dans un CPS comme le nôtre, donc 160 risques hein, pour une population de 2500 personnes, mais maintenant c'est 400 personnes, parce que la cellule relogement, par exemple, je ne sais pas à Verrier si vous avez fait ça, mais la cellule relogement, elle est au sein du CPS. La détresse, vous l'avez là, hein. C'est pas du tout un public habituel CPS, mais ça peut être aussi le PCS, hein, peu importe la structure communale, mais c'est le local. Hein. Nous avons par exemple sur nos communes Verviers, ça aussi, nous avons des centres avec des réfugiés sinistrés, 200 personnes. Ils ne sont même plus sur le territoire communal. Ben, c'est quand même 200 habitants de votre commune. Quoi? On va les écouter comment, on envoie un psychologue de la commune où se trouve le centre. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, c'est la question du renfort en matière psychosociale des entités communales qui ont pris en main cette question-là. C'est cette question-là, pour moi, l'essentiel. Et puis, pour le reste, le réseau a très, très bien fonctionné. Tout le réseau liégeois ici a magnifiquement fonctionné. Moi, 48 heures après la crise, nous avions des places en psychiatrie, nous avions des places en gériatrie, les maisons de repos ont ouvert leurs portes. Enfin, tout ça a très, très bien circulé. Mais il faut qu'il y ait du lien. Il faut qu'il y ait de la coordination. Mais moi, ça a fort bien fonctionné. Essayez un peu de trouver 10 places en maison de repos en 24 heures. Il n'y a que le réseau capable de faire ça. Parce qu'un directeur d'institution m'a dit non, mais je vais téléphoner là-bas parce que le réseau tourne. Ben voilà. Donc, mais il faut qu'il y ait bien un point de départ de coordination. Voilà. Quand vous parliez de renforcement, Monsieur Vendy, au niveau de l'équipe, psychosocial du CPS, ce renforcement, alors si j'ai bien compris, c'est aussi en moyens humains. Comment est-ce que vous l'imaginez, ce renforcement? Donc, c'est bien toute la question pour le moment dans les CPS. Donc, tous les CPS sinistrés engagent sans avoir pour le moment les possibilités budgétaires. Mais que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Donc voilà, on est dans cette question-là. Donc du côté du cabinet Montréal, hein, donc Monsieur Leclerc, on peut avoir les communes ont reçu des points PE. Enfin, je ne connais pas très bien la formule, mais voilà. Donc on engage sur ces 3 mois, hein, contrat à durée déterminée. Donc on engage des assistants sociaux, des éducateurs. C'est une avancée, mais il faudra tenir bien plus longtemps que ça. Mais enfin, voilà, le premier geste est là. Donc, en ce qui me concerne, on a engagé immédiatement, sans procédure de recrutement, un assistant social. Et comme je le dis à tous les ministres que je croise, bien fort, celui qui viendra me dire dans une inspection dans un an que je ne pouvais pas faire ça. Voilà, je lui expliquerai, voilà, je lui dirai ce que je pense. Mais ça ne se passera pas parce que, donc, voilà le premier soutien. Du côté des CPAS, vous savez bien que la législation est un peu compliquée puisque c'est l'aide directe aux personnes. Hein, donc, quand vous recevez des sommes, ça a été le cas pour les psychologues, hein, Covid, vous pouviez extraire 15 ou 10% maximum pour des ressources humaines. Hein, ça c'est la loi organique dans les CPAS. Donc là, il y a peut-être quelque chose à changer aussi.
Pour le reste, moi j'ai misé sur les psychologues première ligne, puisque là, toute la discussion était là. Mais la difficulté dans laquelle les CPS ou les communes, peu importe, vont se retrouver, c'est que bien sûr que nous avons conventionné immédiatement avec des acteurs du réseau. On ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, moi j'ai conventionné avec certains d'entre vous, ils sont autour de la table. Donc moi, comme président de CPS, je veux dire, mais on engage là des fonds, on ne sait pas encore comment on va les payer. Et ça, c'est une question fondamentale dans la coordination. Voilà, les CPS ou les communes engagent. Il faut bien qu'on aide les gens, qu'on fasse une coordination médico-psychosociale à l'intérieur des communes. On conventionne. Merci à tous ceux qui ont accepté les conventions. Il faudra bien que les CPS payent. Voilà. Et ça, c'est la mécanique administrative, me semble-t-il, elle est un peu complexe, tellement les niveaux de pouvoir sont liés finalement. Pour le relogement, vous avez le ministère wallon. Pour les CPAS, c'est le fédéral. Pour les APE, c'était Madame Montréal. Enfin, vous voyez un peu, ça c'est la difficulté d'arriver à quelque chose d'intégré. Voilà. Alors, Monsieur Vendy, si je comprends bien, donc vous parlez de convention, donc quelque part alors on utilise le terme que l'on veut, de mise à disposition et donc après de rémunération des personnes qui sont mises à disposition du CPS, qui centralise l'offre. C'est bien ça? Bien ça, oui. Oui. Et donc, vous parliez de psychologues de première ligne. Et alors, je pense pouvoir, si j'ai bien compris, faire une distinction entre les psychologues de première ligne dont vous parlez, qui sont les psychologues qui sont issus des services de santé mentale et qui sont mis à disposition des communes, des CPS, pardon, et puis le dispositif de psychologues de première ligne du fédéral de l'INAMI. Et alors, je voudrais peut-être que Morgane Stéphane, que j'ai vu. C'est bien ça, Monsieur Vendy? Oui, mais je pense que si Monsieur Blafard veut bien dire un mot, enfin, je sais pas, on va pas faire voilà, un acteur avec lequel mon CPS a passé une convention, par exemple. Enfin, elle n'est même pas encore signée, mais on a eu un accord verbal, si vous voulez, pour expliquer. Mais c'est donc bien les psychologues première ligne, non pas les fédéraux, enfin ceux qui sont mis à disposition des services. C'est ça, c'est pour distinguer les deux. C'est ça. Mais on a aussi contacté les psychologues première ligne de la commune. Tous les psychologues première ligne, ils sont sinistrés eux-mêmes, donc il n'y avait plus de bureau. Voilà. Mais on a été chercher, je vois le docteur Noël là-bas. On a fait une convention avec le docteur Noël pour des accords pédopsychiatrie, parce que c'est le premier médecin pédopsychiatre que nous avons trouvé. Voilà, on était le dimanche là. Voilà. Et donc ça, c'est le réseau qui fonctionne, mais parce qu'on connaît le réseau. Voilà, c'est le premier qui est arrivé. Donc là, on a fait une convention avec Chastre pour la. C'est tout à fait étonnant. Vous allez dire comment est-ce que Trou fait une convention avec Chastre, mais simplement parce qu'on se connaît. Voilà, et que le dimanche, on avait un pédopsychiatre auprès des 50 enfants qui avaient été complètement traumatisés par la situation. Si j'avais fait appel au créneau habituel, je pense que le pédopsychiatre allait arriver demain. Docteur Dessay? Oui, c'est pour soutenir et insister ce que mon collègue Étienne Vendy signale. À la fois en phase aiguë, il faut une proactivité avec une certaine assurance qu'on peut avoir en travaillant depuis un certain temps dans le réseau, que les choses peuvent être bien faites et peuvent être acceptées. Je peux donner 2 exemples supplémentaires de cette proactivité qui dérogent à une règle pour les équipes mobiles qui doivent fonctionner sur base d'une demande formulée en bonne et due forme par l'usager auprès du service et pour lequel il y a eu une proactivité d'une mise à disposition du service des soignants allant vers les personnes sinistrées. Ça peut paraître simple, c'est un geste simplement humain, naturellement, d'aller vers l'autre, mais dans le cadre de la réglementation et des équipes mobiles, c'est un point de vue d'une demande qui change. Alors ça, c'est une première chose. Donc, je soulignais cette nécessité d'une proactivité pour pouvoir avancer en l'absence d'une coordination aussi détaillée qui nous a été présentée par la collègue néerlandophone tout à l'heure. L'autre point, c'est que, et ça c'est un point d'information, en tant que médecin-chef à la clinique psychiatrie des Frères Alexiens et donc devant coordonner et superviser les soins qui se donnent au départ de la clinique, j'insiste pour que dans les équipes mobiles,
sur les 2800 visites qu'il y a habituellement par an, en dehors des moments de catastrophes naturelles telles qu'on vient de vivre, il y ait une présence médicale beaucoup plus importante, donc médicale psychiatrique beaucoup plus importante auprès des patients à leur domicile, sans déplacement de ceux-ci nécessaire vers un centre pour une intégration dans un programme, etc., etc. Comme le prévoit la réglementation, avec 3 visites en aigu et 3 visites en chronique qui ne se font pas systématiquement. Et donc, ça, c'est un effort d'une restructuration que j'essaie de faire et c'est une information qui me semble importante, surtout à la faveur d'une crise où les gens, j'ai pu visiter des sinistrés la semaine dernière dans le cadre des équipes mobiles, n'ont pas forcément de voiture, ne savent pas forcément se déplacer, etc., etc. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment insister qu'une hospitalisation à domicile, la réforme des soins de santé mentale a prévu cette possibilité-là qui n'est pas toujours appliquée dans les réseaux. Et donc, il y a une attention particulière à faire pour que ce service-là existe. Il n'y a rien de nouveau, mais il faut l'appliquer pour que les personnes puissent en bénéficier à leur domicile et ne pas être hospitalisées quand il n'y a pas de nécessité, même dans des cas de crise sanitaire et climatique comme on l'a vécu. Voilà, merci. Merci, Dr. Dessay. Je laisse